Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus sur les antennes de Télé Africa. C'est votre émission, Les As du Foot. C'est le décryptage, l'analyse et le commentaire de tout ce qui se passe le week-end en termes de foot. On en fait un débat. Comme le dit chez nous, la discussion jaillit la lumière. On en parle. 3 thèmes sont au menu de cette émission, Les As du Foot. On va parler de l'Union sportive des Huitam, un modèle d'organisation et d'attraction. Avec Brice Dengue qui est avec nous, Serge Mungengi, Gaëtan Kouka, Slange Pambo. Messieurs, vous gardez vos positions. Nous allons également, en deuxième partie de cette émission, parler des clubs. Sont-ils complices des déboires actuels? On va parler du championnat national de football de première division, sans oublier qu'on va essayer quand même d'évoquer la question de la 33e édition, la 34e édition de la Coupe d'Afrique nationale de football qui a été reportée pour 2024. Le dernier sujet de cette émission, Gaëtan Kouka n'a pas trop apprécié le sujet, mais il est quand même manager national Fédération gabonaise de football. Le poste est-il à pouvoir? On constate que le manager ne participe plus aux activités du championnat de l'équipe nationale des Panthères du Gabon. On va essayer, avec les informations que chacun de vous a pu obtenir à gauche et à droite, de revenir sur pourquoi n'est-il pas là, peut-il être remplacé et par qui, quel est le profil idéal pour être manager des Panthères du Gabon. Brice Dengue, bonsoir. Bonsoir, Rudy. C'est un plaisir pour nous à chaque instant de vous recevoir. Enfin, je dis un bonsoir collectif parce qu'on m'a toujours dit pourquoi je commence toujours plus souvent par Brice Dengue. Je dis un bonsoir collectif. Parce qu'il est à l'extrême gauche. Voilà. Silence Pambo. Bonsoir, Rodrigue. Bonsoir. Serge Mungengi. Bonsoir, Rodrigue. Voilà. Nous sommes à 3 ou bien... Gaëtan Kouka. Bonsoir, monsieur Bekale. Alors, vous le savez, on va ouvrir par là. Ce n'est pas, c'est d'actualité, mais ce n'est pas un sujet à l'ordre du jour. La CAF, la Confédération africaine de football, a annoncé le report de la 34e édition de la Coupe d'Afrique nationale de football. Je voudrais entendre chacun de vous, tout en respectant la règle des 3C, puisqu'on a 3 sujets. Soyons courts, clairs et concis. On commence par Serge Mungengi. Oui, mais dans tous les cas, nous avons tous appris cette nouvelle par voie de presse. Et en sachant que si seulement il y a décalage, forcément il y a des réaménagements qui risquent de se faire ici et là. Généralement, ça peut donner l'avantage à certaines nations qui sont encore dans des compétitions domestiques, hein, certainement, mais il vaut mieux qu'on attende encore un peu plus de communication de la CAF à ce sujet. À l'origine du report, Brice Dengue. Il parle d'intempéries. Est-ce que c'est fondé? Pour moi, non. Parce qu'on avait déjà évoqué la question. Moi, je remarque l'incapacité du bureau de M. Motsepe à pouvoir organiser les compétitions à date. Depuis qu'il est président de la CAF, toutes les compétitions africaines sont toujours décalées. On a toujours une excuse, j'ai envie de dire, légère, qui nous vient pour justifier ce qui va se faire. Là, on parle d'intempéries, comme si en Côte d'Ivoire, en juin, le monde s'arrête. Est-ce que les Ivoiriens quittent la Côte d'Ivoire au mois de juin pour revenir à partir du mois de juillet quand tout se calme? Je ne sais pas, je ne pense pas. J'ai déjà été en Côte d'Ivoire au mois de juin. Mais je pense que c'est beaucoup plus lié à la CAF, à ces décisions pas toujours très franches, pas toujours très droites. Et j'espère que ce maestro, ce mastodonte du football mondial va se ressaisir très vite et nous apporter de vraies compétitions à de vraies dates. Slange Pambo, les conséquences de ce report? Bon, les conséquences sur le plan de l'image de la compétition d'elle-même, on rappelle quand même qu'il s'agit de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui est le produit premium de la Confédération africaine de football et que cette compétition, malheureusement, ces dernières années, son image a été fortement écornée, non seulement à cause des différents scandales qui ont émaillé le fonctionnement de l'institution, notamment sous le magistère d'Aman Ahmad, le malgache, mais aussi les problèmes de report par report de la CAN organisé au Cameroun, juste à côté de nous. Et là, on nous apprend officiellement depuis hier qu'il y a un glissement de la date du début de la compétition, donc reporté au mois de janvier-février 2024. Donc, problème d'image, mais vraiment une image fortement écornée. Mais je vais peut-être prendre le contre-pied de Brice par rapport aux raisons fondamentales qui ont emmené le comité exécutif de la CAF à prendre cette décision-là. Le mois de janvier-juillet est considéré comme étant la saison très pluvieuse du côté de la Côte d'Ivoire, donc vraiment des fortes intempéries avec beaucoup d'inondations, parfois même des pertes en vie humaine. Ce n'est pas la catastrophe, évidemment, ce n'est pas, comme on dit,
tremblement de terre, mais ces fortes précipitations-là ne sont pas recommandées pour l'organisation d'une telle compétition quand même, parce que tout le monde sait toute la passion qui anime les populations africaines par rapport à la Coupe d'Afrique des Nations de football. Donc il faut qu'il y ait une forte adhésion populaire, évidemment. Et on se demandait bien, est-ce que les stades qui sont construits avec cette capacité, ou auront cette capacité à pouvoir absorber évidemment toutes ces trompes d'eau qui tomberaient sur les stades, sur l'ensemble du territoire. Donc en tout cas, moi je crois que la raison est plausible, celle en rapport avec la forte pluviométrie durant cette période de juin-juillet en Côte d'Ivoire. Gaëtan Kouka, est-ce que cela peut être considéré un mal pour un bien pour certaines sélections ou bien certaines fédérations? Oui, naturellement, au regard du contexte, certaines fédérations en difficulté n'auront pas le temps nécessaire de se remettre sur pied. Mais par contre, pour ceux qui sont bien lancés, qui pourraient terminer justement en boulet de canon, profiteront de l'occasion de ce que les choses soient réajustées pour terminer en boulet de canon. Maintenant, après, on va dire que c'est une décision de souveraineté qui s'appuie sur un élément essentiel, qui est celui de la co-gestion. Et je pense qu'à ce stade, si la Confédération africaine de football prend sur elle la liberté de communiquer, j'ose espérer qu'elle aura d'abord en amont discuté en interne avec le comité d'organisation local. Et puis, sur cette base-là, naturellement, la liberté lui revient de revoir, redéfinir les dates. Serge Bouguengue, on ne peut pas parler d'échec au niveau de la Côte d'Ivoire, non? Pas du tout. Parce déjà que c'est une décision qui ne dépend pas d'elle. Déjà que si la CAF affirme que la livraison des installations, la date de livraison des installations reste maintenue pour fin décembre, c'est que, bon, c'est là, présage que la Côte d'Ivoire n'a pas de difficultés à ce niveau. Donc nous allons nous en tenir simplement à cette décision. Et observer, voilà. Ouais, ce qui me surprend, c'est qu'on donne l'impression qu'on vient de découvrir qu'au mois de juin, il y a les intempéries en Côte d'Ivoire. Oui. En fait, quand on décide, il y a 3 ans déjà, de donner la CAN à la Côte d'Ivoire, et on fixe une période, on sait qu'à cette période-là, c'est comme ça. Ce n'est pas, on ne vit pas les saisons comme les autres, où on va dire hiver, automne, et tout ce qui suit. Nous, on sait que chez nous, c'est saison de pluie, saison sèche. Merci donc, beaucoup. On va progresser rapidement. Pour compléter le propos de Brice Hidingué sur ce point très important qu'il soulève. Le problème aussi, en fait, c'est que vous vous souvenez évidemment que la Fédération internationale de football association et souvent les entraîneurs des grands clubs en Europe ont donné de la voix pour emmener la Confédération africaine de football à revoir justement la date de programmation de la Coupe d'Afrique des Nations, parce que le mois de janvier, février... Parce que la Coupe d'Afrique s'est jouée 2 ans... Non, mais janvier, au-delà même de la périodicité, mais la période de janvier, début de l'année, c'est une période où les clubs en Europe sont dans le dur au niveau du championnat et que ces effectifs-là étaient souvent amputés de certains grands joueurs africains qui auraient gagné l'Afrique, leur sélection, pour participer à la CAN. Donc la FIFA, les entraîneurs des clubs de première division, notamment en Europe, ont fait la petite pression à la Confédération africaine de football, a fait qu'elle glisse son calendrier jusqu'en janvier. Or là... Merci Lange Pambo. Merci beaucoup. On retient que la Confédération africaine de football... C'est la dictature. La Confédération africaine de football a repoussé la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Revenons chez nous pour parler, vous le savez, de nos compétitions à nous. Championnat national de football de première division, on se focalise sur l'Union sportive d'Ibitam, modèle d'organisation et d'attraction. Quand on essaie de regarder autour, permettez-moi de regarder cette signature, la présentation, bien sûr, d'un joueur qui a été recruté par l'Union sportive d'Ibitam, vous le voyez. C'est vrai que certains clubs en font, mais il y a une certaine volonté de communiquer, de bien communiquer autour de l'Union sportive d'Ibitam. Messieurs, les clubs doivent-ils aussi emboîter le pas pour essayer de faire vivre leur club comme l'USB aujourd'hui? L'Union sportive de Bitam, je me jette à l'eau le premier. L'Union sportive de Bitam aujourd'hui, c'est une bonne communication. Le constat qui est fait, il y a vraiment une organisation déjà au niveau de la communication, en termes de gestion de l'image du club, les comptes rendus qui sont faits régulièrement avant et après les matchs. C'est une forte adhésion, évidemment, ça on le sait depuis, forte adhésion populaire. Je crois qu'avec Manga Sport, ce sont les 2 seuls clubs qui ont vraiment une forte adhésion derrière ces 2 formations-là. Donc, bonne communication, forte adhésion populaire, volonté manifeste affichée par les responsables de l'Union sportive de Bitam à pouvoir traduire en acte
une organisation qui tourne autour d'un savoir-faire. Donc, c'est assez professionnel dans la démarche. Et puis, la recherche de partenaires pour accompagner l'équipe. Je crois que jusque-là, c'est une copie qui est propre. Vous faites bien de parler des partenaires. Brice Nengue, Gaëtan Kouka, Serge Mongengi. Permettez à ce qu'on vous montre cette image, la signature d'un protocole de partenariat entre l'Union sportive du Bétam et une structure de la place. Alors, la communication entraîne obligatoirement la visibilité. Oui, visibilité, mais je pense que ce n'est pas très tôt quand même. Ce n'est pas très tôt parce que l'Union sportive de Bitam est en train de rattraper un retard qu'ils avaient déjà en interne, parce qu'il n'est pas normal qu'un club aussi réputé que l'USB soit à la traîne au niveau des partenaires. Le meilleur exemple que nous avons aujourd'hui au niveau de partenariat vient du stade Manji, qui avec la mairie de Port-Gentil est bien assise sur ces principes-là. Je pense qu'en signant les 2 derniers partenariats, l'USB a refait un retard qui, de mon sens, est la voie attendue. Parce que souvent les clubs fonctionnent avec les cotisations des membres, la population civile et militaire, tout ce qu'on veut, qui donnent ce qu'ils peuvent chaque fin de mois, mais ce modèle économique n'est pas très rentable. Or, l'USB, en se tournant vers des entreprises, est en train de suivre le chemin idéal. Gaëtan Kouka, est-ce que c'est cela qui peut justifier l'engouement qu'il y a toujours autour? On regarde cette image, le public, lorsqu'il est question que l'Union sportive de Bitam vienne jouer, arrive à jouer à Libreville, peu importe la localité auquel l'USB se produit, ils sont toujours nombreux, Gaëtan Kouka. Qu'est-ce qui peut justifier cette attraction-là? Ce qui justifie peut-être pas l'attraction comme vous dites, mais la mobilisation. La mobilisation. D'accord. C'est que l'USB, déjà, dans son ADN, il a inscrit que lorsque l'USB fait quelque chose, du moins dans le Grand Nord, c'est connu de tous, il y a une forte mobilisation, et cette forte mobilisation, justement, draine du monde au stade, ce qui peut justifier cette présence. Bien. Maintenant, après, derrière, vous avez cette notion de partenariat qui, c'est là où je rejoins M. Inengue, qui est vraiment faite avec beaucoup de retard, simplement parce que le championnat est lancé, on va essayer de rattraper un certain nombre de choses après, c'est souvent difficile de rattraper. Or ici, le travail de tout COMEX, c'est toujours avant saison de faire justement d'aller vers la recherche de partenariats pour renflouer les caisses, de façon à mieux préparer la saison en termes de recrutement, en termes de déplacement et tout le reste. Donc bravo pour le partenariat signé et que certains clubs emboîtent le pas pour que nous ayons une meilleure qualité de vie globale de nos clubs. Mais est-ce que ces clubs-là, aujourd'hui, sur les 14 clubs que nous avons en première division, on constate également qu'il n'y a pas de véritable communication autour de ces formations-là, qui ne sont peut-être pas bien structurées en termes de responsabilité dans chaque comité exécutif? Pour enchérir, je prendrai à l'exemple Bouingidi lorsqu'elle a été en Coupe d'Afrique. Oui. Il y a eu une forte communication à ce niveau. Je ne sais pas, je voudrais saluer Djibril Wanya, qui est le responsable jour, je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont. Maintenant, dans le cadre du partenariat, pour revenir sur la situation de l'USB, j'ai envie de dire que l'USB se met simplement en phase par rapport à la nouvelle loi du sport. La loi 033, je crois, /2020. L'USB se met en phase. Et Brice le disait si bien, autour de l'USB, après l'USB, il y a le stade Manji, pardon, mais aussi, je pourrais vous parler sur d'Ombilanziami. Ombilanziami, derrière le tournoi, si je peux me permettre de citer le nom, le tournoi 33 Export, qui dans son étape n'est que... Vous allez payer la facture de cette communication au sortir de cette émission, Serge Mongueni. Désolé. On vous attend à la sortie, la trésorerie. Qui dans cette étape n'est que sur sa phase de valorisation, parce que autour de ce tournoi, il y a beaucoup de partenaires qui ont bel et bien découvert les infrastructures de ce club. Vous voyez? Donc, c'est un processus aujourd'hui qui est lancé pour beaucoup de clubs, sauf que la particularité avec l'USB, c'est qu'ils ont usé de tous les canaux de communication modernes aujourd'hui pour donner un peu plus de visibilité. Mais est-ce que d'autres clubs ne doivent-ils pas emboîter le pas? Manga Sport, qui a une très belle page Facebook, qui a un site internet, centre de formation de monnaie également. Je n'ai jamais vu la page Facebook de Ombilanzami, je n'ai jamais vu la page Facebook de Ngena Soukou, je n'ai jamais vu... En fait, la communication autour de certains clubs peine à... Si M. Inengue permet, M. Bekali... C'est M. Inengue qui a la parole. Vous voyez, il y a justement dans ce concept-là, un concept global,
un concept qui est mis en place par le COMEX. En début de saison, qu'est-ce qui est prévu par rubrique? Il y a un service communication. Quel est le budget que nous dégageons pour quelle qualité de communication et à quel moment? Or ici, vous regardez de manière globale dans le football gabonais, le club ne communique pas beaucoup parce que pour eux, c'est un pan qui n'est pas important. En tant la communication est déjà l'un des éléments sur lesquels un partenaire peut s'appuyer pour dire apparemment il y a du sérieux, il y a du suivi et ça intéresse ses partenaires. Mais nous, comme nous n'avons pas cette culture de communication, donc du coup les gens ne le font pas. Après, vous voyez une équipe comme Manga Sport qui ne nourrit pas suffisamment son site et son service de communication a du mal tout simplement parce qu'en interne, il n'y a pas une programmation qui est faite pour justement donner plus de visibilité, de lisibilité à la vie de l'équipe. Donc malheureusement, les gens devraient s'y atteler parce que tous les mécanismes sur le plan moderne sont là pour pouvoir mettre en branle l'image des clubs et puis les vendre sur le plan national et international. L'image que j'ai envie de soulever pour les clubs de D1, c'est USO. Il faut saluer le remarquable travail que fait USO en termes d'image. Ouais. Vendre l'équipe, distribuer tout ce qui est image du club depuis le début de cette saison, c'est formidable. C'est des initiatives à encourager. Je pense que USO aussi a compris la nécessité de communiquer parce que sans communication, en fait, on n'arrive à rien. Ouais. Il ne faut pas qu'on arrive à un moment de la vie où aujourd'hui, malgré tous les canaux de communication que nous avons, il ne faut pas qu'on arrive à un moment de la vie où le simple spectateur n'arrive même pas à retrouver la plus petite information du club. Et ça, c'est vraiment dommage. Beaucoup de clubs n'arrivent pas à suivre cette lancée-là. Mais il y en a qui commencent à prendre corps. Mais il faut aussi que les clubs comprennent qu'en fait, la communication, c'est une affaire de professionnels. Il faut mettre en place des vrais services médias, des vrais communicateurs derrière. Il ne faut pas simplement prendre un cousin au village qui ne sait rien parce qu'il a l'habitude d'aller sur les réseaux sociaux et qui peut de temps en temps diffuser les images. Il faut mettre en place des vrais services de communication qui peuvent à la fois répondre en termes d'image et en termes de la qualité de l'image. C'est ce qui est beaucoup plus intéressant. Il y a quelques années, la structure DAZN d'Afrique avait fait la proposition à l'ensemble des présidents des clubs de la mise sur pied des sites internet, des pages Facebook, la gestion des pages Facebook avec un budget à l'appui, mais aucun club n'a accepté poursuivre l'aventure. Mais l'organisation, la bonne organisation de ces clubs-là, ça va au-delà de la communication, évidemment, on a tous compris. On connaît juste le président. Il y a un cahier de charge. Voilà, il y a un cahier de charge et un cahier de charge et les clubs doivent s'astreindre justement, doivent s'approprier ce cahier de charge-là pour pouvoir être des clubs professionnels dans leur management au quotidien, on va dire. On va y revenir avec le deuxième sujet, puisqu'on va filer très rapidement sur ce sujet. National Foot, les clubs sont-ils complices des déboires actuels? Vous le savez, vous l'avez suivi à travers les réseaux sociaux. On a vu l'Union sportive d'OIM qui, pour se rendre au stade, en pointe des pick-up. Stade Mandji, récemment également, il y a quelques jours, l'Union sportive d'Ibitam aussi a suivi un peu le pas, quelque chose qui a déshonoré, qui n'a pas plu à l'ensemble. La question qu'on souhaite savoir aujourd'hui, qu'est-ce qui peut justifier aujourd'hui que les clubs voyagent dans les conditions difficiles, se logent dans les conditions difficiles? C'est là on revient sur la question des moyens qui doit permettre à ce que les clubs voyagent en toute tranquillité. Écoutez, le contrat, il est clair. Le contrat de lancement de ce championnat, je veux prendre de ce tournoi pour ne pas froisser Gaëtan. Ce n'est pas Gaëtan qui organise la compétition, c'est un championnat. La NINAF appelle ça championnat. C'est pas moi que vous froissez, monsieur, c'est la norme. Bon, je ne veux pas aller au-delà, enfin à travers la norme. Ce tournoi, malheureusement, il était programmé pour être géré financièrement par l'État, et le transport et l'hébergement, ne serait-ce que sur ces deux volets-là. Il y a d'autres pans de l'État qui devraient prendre en compte, mais malheureusement, pour l'instant, je reste sur ces deux volets-là. Aujourd'hui, en appui de l'État, il y a les clubs eux-mêmes. Il y a des clubs eux-mêmes qui devraient se dire qu'à un moment ou à un autre, l'État a encore échoué, il faut se prendre en charge nous-mêmes. Le cas de Stade Mandji, il est totalement différent parce que Stade Mandji découvre à la dernière minute que il n'y a pas de solution, préfinancez vous-même votre voyage. Donc ce n'était pas prévu. Mais je pense qu'aujourd'hui, on sait que c'est l'État qui doit mettre les moyens pour transporter les gens, les footballeurs, et loger les footballeurs. Malheureusement, aujourd'hui, on constate que le gestionnaire de l'État, donc la LINAF, qui est chargé de gérer cette manne-là, ne semble pas prendre conscience de ses obligations. Quelle est la responsabilité de la LINAF dans cette mutualisation aujourd'hui? Oui, je pars du principe qu'au niveau de la LINAF,
c'est des personnes qui sont assermentées. C'est des personnes qui travaillent au quotidien pour trouver des solutions dans le cadre de l'organisation de ces compétitions. Donc, à partir de ce moment, j'ai même beaucoup de réserves. Pourquoi? Déjà, dans le principe, c'est l'État qui finance. Dans la règle, c'est l'État qui contrôle. Aujourd'hui, si vous vous rappelez, en 2019, le championnat 2019-2020, l'État avait mis en place, la tutelle avait mis en place un système de certification de gestion de subventions. Et tous les clubs étaient passés auprès du contrôleur budgétaire, justifier la première tranche qu'ils avaient obtenue. Et si vous regardez bien dans le fond, les subventions d'équilibre qui ont été accordées pour la saison 2021-2022 correspondent pratiquement aux subventions de la première tranche qui avaient été accordées au club pour la saison qui n'était pas allée au terme suite au cas de force majeure. Serge Monguengui. Donc j'en viens. Non, j'en viens, je conclus, j'en viens. Donc, à partir du moment où l'État vous prend le gros des charges dans le cadre de la mutualisation, vous avez les salaires, la restauration, l'hébergement, et on vous remet une subvention d'équilibre. Le transport, oui. La subvention d'équilibre peut vous permettre de trouver un juste milieu devant ce genre de situation. Pour les problèmes de transport, par exemple, sur le plan local, les problèmes de restauration. Et pour la petite histoire, parce que je viens pour tout cela, j'ai un ancien qui m'a dit un jour, mais Monguengui, cette subvention d'équilibre-là, faites attention, il faut bien la gérer parce que vous ne savez jamais ce qui pourrait arriver dans le cadre de l'exécution de cette mutualisation. Serge Monguengui, il y a l'argent ou pas? Bon. À la LINAF. Est-ce qu'il y a l'argent à la LINAF? Non. Je ne vous pose pas la question pour dire que vous êtes membre de la LINAF, vous êtes de la LINAF, mais c'est l'argent. Est-ce que la LINAF a l'argent? Je raisonne en tant que manager. Oui. Parce que le problème est posé. Est-ce que nous allons rester sur cette situation au point de ne pas terminer la saison, alors que nous savons tous que les clubs aussi doivent avoir une certaine autonomie? En résumé, la LINAF... Je vois un problème dans l'histoire. C'est que la LINAF avait sollicité 3 milliards. Au début, on a dit 1 milliard a été mis à la disposition de la LINAF. Je pense que c'est de 1 milliard. Jusqu'à ce jour, selon les informations que nous avons, la LINAF n'a pas d'argent pour organiser le championnat. La LINAF le fait en bon. Les clubs, les arbitres, ainsi de suite. Ainsi de suite. Il fait en bon. Il y a un problème, je pense, de logique. On a dit au club en début de saison que l'argent était disponible. Que tout l'argent du déroulement du championnat était disponible et qu'ils ne devraient pas avoir, dès qu'ils auront rempli leur part de contrat, ils ne devraient pas avoir des arrêts pour faute d'argent. On nous l'a dit. C'est venu de l'instance, en fait, l'instance qui gère même la programmation des matchs, l'argent. Donc le ministère. Le ministre en personne a dit que l'argent était disponible pour organiser convenablement le championnat. Aujourd'hui, on nous dit que les clubs doivent participer. Mais en fait, on a fait la promesse aux clubs que vous n'aurez pas de problème. Ça veut dire que même les clubs qui habituellement avaient des créneaux pour chercher de l'argent à gauche et à droite se sont dit, puisqu'on a l'argent pour le transport, ça ne sert à rien d'aller chercher l'argent de transport puisqu'on l'a déjà. Puisqu'on aura l'argent pour manger, ça ne sert à rien d'aller chercher l'argent pour manger parce qu'on l'a déjà. Aujourd'hui, il faut être clair avec le club. Il faut que ceux qui ont dit hier qu'il y avait de l'argent disent au club, ah non, on s'était trompé, il n'y en avait pas. À partir de là, on demande au club de faire un effort. Mais c'est difficile en milieu de saison de dire à un club... Mais vous voyez le silence. Il y a l'association qui existe. Il y a l'association des clubs de 1, de deuxième division qui existe, l'André Keyi, qui est toujours prêt à dégainer à chaque fois qu'il y a des petits soucis au niveau de la gestion du football. Mais on constate qu'il est silencieux, muet comme une carte, il ne dit absolument rien du tout. Pour édifier également. L'association des clubs de première et deuxième division est membre de cette organisation mise en place pour le suivi du championnat national. Donc, il ne peut pas aujourd'hui... C'est des jugés. Mais c'est l'occasion de s'exprimer. Ils participent tous aux réunions avec le ministère, la fédération, la LINAF, les deux associations de footballeurs. Ils ont tous validé ce qui a été fait. Il y a de nombreux problèmes. Malheureusement, le temps est relativement court, mais cependant, permettez-moi de dire ceci. Entre la parole de l'autorité incarnée par M. le ministre et les écritures comptables, il y a deux choses. Que prévoient les écritures comptables?
ça rime-t-elle à la parole de M. le ministre? C'est une chose. Deuxièmement, si l'écriture comptable est avérée, que dit-elle en matière de mécanisme de décaissement d'argent? À quelle fréquence et à quelle période? D'accord? Ce sont des interrogations. Après, derrière, je dis, les choses sont faussées en amont comme en aval. En amont, parce que vous voyez, lorsque vous regardez bien la cartographie de notre championnat en termes de représentativité des équipes, et je fais ici état à la santé financière du club, vous avez sensiblement plus de 80% des équipes qui financièrement n'ont pas d'autonomie. Lorsque M. Mungengi parle d'équipe, mais pour avoir d'équipe, il faut d'abord avoir une base de départ. Or ici, aucune équipe n'a une base de départ. Les gens, pourquoi les équipes, en première division? C'est pourquoi j'en arrive. C'est pourquoi je dis, il faut que l'État reprenne en main un certain nombre de choses. Pour dire, dans le cas des charges, on doit savoir que l'équipe qui est engagée en prévision doit avoir un capital minimum de 100 millions. C'est ça qu'on appelle justement après derrière, l'État qui arrive en amont, dit combien vous appuyez et ça forme une équipe. Or ici, si l'État décide en l'État d'arrêter, vous avez 90% de clubs qui vont arrêter. Ce qui est sûr, ce qui est réel aussi, c'est que durant les 2 années de parenthèse qu'on a connues dues à la pandémie de la Covid-19, véritablement, les clubs n'ont pas travaillé en tant que tel, même en termes d'organisation. On a organisé des assises, on a pondu un nouveau modèle économique, on a dit ensuite que l'État, pour les 3 prochaines années qui devaient suivre, devait donc accompagner les clubs par rapport à l'organisation du championnat. Donc, les clubs sont partis certainement avec cette idée de se faire accompagner une fois de plus par l'État. Ils n'ont rien préparé en amont, comme dit Gaëtan. Donc on est devant le fait accompli et dos au mur. On revient sur toujours cette situation difficile des clubs. Lorsqu'on est directeur ou bien président d'un club, il y a un comité exécutif qui existe bel et bien. L'Union sportive de Bitam quitte Bitam à destination de l'Astorville, là où l'hôtel, nous tous nous connaissons ce qui s'est passé. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut quand même avoir un club qui n'a pas de procurseur, si peut-être on arrive devant et que l'hôtel n'est pas approprié? Mais c'est quand même un procurseur qui va devant. Regardez, les grands clubs devraient en avoir. Normalement, oui. Ça existait quand même. Les grands clubs devraient en avec avoir. La mutualisation. Il y en a qui continuent à le faire. Ouais. Mais quand vous arrivez dans une localité, on vous dit directement que la LINAF vous logera à l'hôtel X. Vous allez regarder les conditions à l'hôtel X. Mais en fait, si on lit le communiqué du Stade Mandji pour annoncer son déplacement en pirogue. Si on peut avoir ce communiqué à l'écran, Joël, merci. Le communiqué du Stade Mandji. Le Stade Mandji dit, merci beaucoup. Ils ont été surpris d'apprendre que préfinancer votre déplacement. On vous remboursera plus tard, mais préfinancer le déplacement. Mais ils l'apprennent au dernier moment, c'est-à-dire qu'à une période où ils n'ont même pas la possibilité d'envoyer un procurseur, parce que derrière, il y a un problème de temps. Ils jouent dans une localité. On n'envoie pas un procurseur à 2 jours de l'événement. Oui, on sait qu'on joue en Toum demain, mais quand vous envoyez en Toum samedi, mais quand vous envoyez un procurseur se prépare. Quand vous envoyez un procurseur, vous allez où? Dans les localités déjà prévues. Vous avez un hôtel déjà prévu. La LINAF vous logera à un endroit. Donc vous connaissez déjà l'hôtel. Ce n'est pas la première fois que vous allez peut-être dans la localité, vous connaissez déjà très bien l'hôtel. Vous n'avez pas besoin d'envoyer quelqu'un encore dans un hôtel que vous maîtrisez parfaitement. Ça pose 2 problèmes. Pour un club professionnel, moi je pense que si. Non, ce n'est pas pour les dirigeants vigilants, professionnels qui ont des objectifs. Le Stade Mandji n'est pas un club dépourvu de moyens financiers. Tout le monde le sait. Le Stade Mandji a un budget conséquent pour tenir le rythme d'une saison, même sans l'aide de l'État gabonais. Manga Sport n'est pas un club qui a besoin forcément de la subvention de l'État pour fonctionner. C'est des clubs qui ont de l'argent et qui peuvent fonctionner si on leur laisse la possibilité de fonctionner librement. Mais qu'est-ce qu'on leur a dit? On leur a dit, on vous assure tout. Et puis, j'ai envie de prendre l'expression paresseux, les présidents des clubs, étant ce qu'ils sont, ont décidé de tout attendre l'État. Voilà. Parce qu'on a décidé d'asphyxier l'État jusqu'au bout. Malheureusement, ça ne tiendra pas. Ce modèle économique, comme le rappelle si bien à chaque fois Gaëtan, il n'est pas bon, il ne marchera pas. Il ne pourra jamais prospérer. C'est nous sur le plateau qui disons qu'il n'est pas bon, mais les clubs, les principaux responsables... Mais l'administration est là, Ça veut dire qu'ils sont complices, comme le dit. La grosse question, enfin, à mon avis, ils sont informés dans un temps relativement court par l'organisateur. Mais pourquoi ne pas solliciter de l'organisateur un report de ce match, même si les délais sont
C'est un autre débat. C'est un autre débat. La peur de alors, dans un calendrier normal, on a des délais à tenir. Dans un calendrier normal, on aurait pu se permettre de la geste de décaler les journées. Je serais amené à penser que Stade Manji est sous l'emprise de sa passion. Ça, c'est... Non, pas du tout. Le communiqué est suffisamment clair, M. Mugengui. Le communiqué dit, nous avons reçu l'information en retard. Et comme le dit à juste titre M. Inengue, il était matériellement impossible d'envoyer un précurseur. C'est pourquoi ça renvoie justement au modèle de structuration de nos clubs, à la question de l'autonomisation. D'accord? Comment sont structurés nos clubs? Aujourd'hui, à quoi sert un manager? Pour les gens, le manager, c'est quelqu'un qui est là, qui ne sert à rien. En même temps, le travail du manager, c'est justement être le précurseur. Il y va avant, il prend les renseignements en termes d'hôtel, en termes de bus, en termes de là, on va manger, on va dormir. Oui, les clubs ont du mal à dépenser. Même si vous avez un organisateur principal qui est la Ligue nationale de football, n'empêche que les clubs, sur la base d'un calendrier, devraient déjà, 48 heures avant, effectivement, envoyer quelqu'un. On va aller rapidement. Ça, c'est dans ce cadre-là, la mauvaise restauration, mais également, il y a un véritable souci aussi. Les salaires des joueurs, l'État avait conditionné par l'ouverture d'un compte. Maintenant, si l'État retarde, aucun joueur jusqu'à ce jour, dans des clubs, certains, selon les informations, n'a reçu un peu d'argent venant du club. 82% ne sont pas pourvus de leur salaire, selon le communiqué qui a été rendu public par l'association. Les clubs sont silencieux, personne n'en parle. Mais comment voulez-vous que le serpent se morde la queue? Les clubs sont aujourd'hui responsables de cette situation en amont. Pourquoi? Il y a eu un cahier de charges. Les clubs ne répondent pas au cahier de charges. Il est normal et logique que ces clubs-là, n'ayant pas rempli le cahier de charges, ne puissent pas avoir les moyens. Je pense que sur ce plateau, nous avons dit qu'il faut maintenant procéder par élimination. Quels sont les clubs à jour en termes de cahier de charges? À partir de ce moment, on régularise la situation de ces clubs. Et les clubs qui ne le sont pas, on met en place d'autres mécanismes pour pouvoir justement alléger les joueurs en termes d'émoluments pour dire un numéro vert est ouvert et sur la base, en l'absence de contrat, sur la base de la licence, le joueur se pointe, il a son argent en attendant que les choses puissent se régulariser. Parce que nous sommes encore partis dans la configuration où il risque d'avoir blocage. En temps, nous sommes tenus par certains impératifs sur le plan continental par rapport aux dates, à la date LEM de la CAF. Donc, on va évoluer sur l'impact de ces déboires, de ces joueurs-là, non seulement qui n'ont pas de salaire, qui n'ont pas un bon traitement au sein de leur club, qui n'ont pas d'interlocuteur, parce que certains joueurs disent que ni le président, ni aucun membre d'une équipe du club ne viennent dire exactement ce qu'il y a à faire. Ils sont tous dans l'inconnu. L'impact premier, c'est la démobilisation. Et ça se voit d'ailleurs sur les derniers résultats que nous avons. Il y a combien de matchs nuls sur ces 3 dernières journées? Quasiment la moitié des matchs s'achèvent par des tambours battants. Depuis un moment, on constate que quasiment dans toutes les journées, il y a plus de matchs nuls que de victoires sur le terrain. Mais ça, c'est lié au fait que un joueur qui ne mange pas bien a du mal à se concentrer sur ce qu'il doit faire de mieux sur le terrain. Et là, ça, c'est clair qu'aujourd'hui, beaucoup de clubs vont en pâtir. Et la qualité du spectacle elle-même aussi, elle est en baisse. Parce que quand vous allez regarder certains matchs, vous êtes désagréablement surpris par le niveau de jeu produit par les acteurs. Non pas parce qu'ils ne veulent pas jouer, mais parce qu'il y a des problèmes bien plus importants à régler. Il est difficile d'aller jouer au foot quand on a laissé l'enfant à la maison qui n'a rien à manger. On a une maison qu'on doit payer. On a peur que le bailleur nous mette dehors parce qu'il y a des contraintes derrière. On n'est pas assez concentré. On n'a pas mis les joueurs, les clubs n'ont pas mis les joueurs dans les dispositions pour pratiquer le football. Mais la responsabilité des clubs, elle est engagée depuis plusieurs années. Ça, on le sait, on le dit depuis toujours. Tant que les clubs seront gérés comme des épiceries, où vous avez uniquement le président qui est à la fois secrétaire général, président, trésorier et tout, c'est lui qui fait, et manager. Mais la plupart de nos clubs fonctionnent comme ça et on le voit. Moi, je ne vais pas trahir un secret. Un entraîneur m'a approché il n'y a pas très longtemps pour me dire qu'il avait envie d'arrêter parce qu'il lui arrivait aujourd'hui, après les matchs, de prendre son sac, de vouloir partir. Mais à un moment, il a créé une relation avec les joueurs qui fait qu'il est obligé de rester. Mais il est fatigué de cette situation. Et puis c'est son métier aussi. C'est son métier. Et certains entraîneurs sont obligés, quand le joueur arrive le matin, il lui dit « je n'ai pas mangé depuis hier ». Certains entraîneurs mettent la main dans la poche pour essayer de... On amène les joueurs à la cafette pour dire « prends un plat d'espagetti » et puis c'est terminé. Il oublie ça. Je pense qu'à ce niveau, c'est vrai que déjà, on avait abordé la question.
On disait les clubs à jour étaient au nombre de 6 ou 7. Et on avait souhaité que ceux qui étaient déjà à jour pouvaient passer à la caisse. C'était au moins une des solutions pour soulager... Non, Serge Mungengue, on te parle de l'argent de l'État a du mal à arriver, mais dans le pourcentage de la responsabilité, le club en a une. Non, on est d'accord. Parce que dans certains contrats, contrats, dans les contrats, cet argent que doivent donner les clubs aux joueurs, il n'y en a pas. Oui, justement. Dans certains contrats, les clubs ne se sont appuyés que sur le contrat de l'État. Le contrat de l'État. Voilà. Ils ont oublié qu'eux aussi devaient faire quelque chose. Donc, ils veulent payer les joueurs au minima fixé par l'État. Voilà. En fait, ça met en une fois de plus les limites de quasiment 3/4 des clubs qui sont engagés dans ces championnats de première et deuxième division. On le sait, on connaît les clubs qui ont cette surface financière qui leur permet de pouvoir tenir même sans la subvention de l'État et ceux qui sont complètement à la ramasse quand les robinets de l'État sont fermés. Donc voilà, ça remet au goût du jour justement cette incapacité notoire qu'ont les présidents de clubs à pouvoir structurer véritablement leur club et s'arrimer aux standards internationaux en matière de management d'équipe de football de haut niveau. Voilà. Est-ce qu'on peut s'attendre à un relâchement des joueurs forcément, les prochaines journées, les résultats, les playoffs? Forcément, il y aura un relâchement. Bon, maintenant, qui doit trouver la solution? L'État, parce que l'État s'est engagé à accompagner les clubs sur 3 ans. D'abord, les clubs qui devaient mieux se structurer. Ensuite, la Ligue nationale dans l'urgence. Et l'État. Je crois que la question de Rodrigue, c'est dans l'urgence, avant même il faut trouver des solutions. Mais les joueurs vivent dans le moment difficile. Il faut régler le problème dans l'urgence. La seule solution aujourd'hui en l'État, c'est l'État en termes de décaissement de moyens. Merci beaucoup pour le... D'accord. Et rappelons en toute fin utile que nous parlons là en termes de... Nous sommes là dans ce que nous appelons championnat professionnel de football. Le tournoi? Non. Non, je suis d'abord dans le concept de championnat national de football. Je mets d'abord de côté l'absence du tournoi, d'accord? Où les joueurs voyagent en pirogue, en clando, en bus, dans un championnat professionnel. Ensuite, derrière, le fameux tournoi national que vous appelez championnat national fait la démonstration de la limite de ce que le modèle économique ne pourra jamais prospérer. À partir de ce moment, il y a lieu que les gens s'asseyent et redéfinissent. Encore. Vous avez, permettez que ça vous démarre logique. Non, pourquoi? Vous voyez, vous avez en dehors de Manga Sport, qui est une équipe tenue par une entreprise, toutes les autres appartiennent à des individus. Il est difficile pour l'État, en pareille situation, d'indiquer avec force et l'État des orientations. D'ailleurs, Manga Sport, avant de prendre une décision, la décision d'abord prise au niveau du conseil d'administration, qui répercute au niveau du COMEX et du COMEX introduit. Donc ce sont déjà des mécanismes de contrôle. Donc l'État devait revoir tous ces mécanismes en termes de qui doit prendre part au championnat national pour justement fixer les conditions au cahier de charge. Mais à quelle période? À quel moment? Terminons le tournoi, terminons les playoffs et l'État peut se rasseoir pour appeler chaque président du club. Chacun a un passif pour dire, bon monsieur, nous voulons recadrer les choses parce que nous voulons avoir une meilleure qualité de championnat à travers la structuration des clubs. On s'achemine encore là. Ce sont des affairistes, les présidents des clubs, la majorité, ce sont des affairistes. Forcément que la dette va augmenter. On s'achemine là encore vers des dettes. Mais parce que le championnat est censé terminer le 30 juillet. Elle a augmenté de 3 mois puisque ça fait 3 mois que les footballeurs n'ont pas reçu leur salaire. Donc la dette a forcément grimpé comme à la bourse. Il faut espérer simplement que les solutions soient très vite trouvées. Mais en matière de solutions, il n'y a pas midi à 14h. Si on a dit ouvrez les comptes et que les clubs n'arrivent pas, les joueurs ne peuvent pas ouvrir les comptes pour des raisons que tout le monde connaît et que tout le monde a déjà validé, on sait que c'est difficile. Mais c'est autour de cette question qu'il faut trouver une autre solution. Il ne faut pas insister sur une solution qui ne marchera pas. Ouais. Parce que si on dit aux joueurs que pour vous payer, il faut obligatoirement avoir un compte, ça veut dire que, ayant déjà enregistré au départ que l'ouverture d'un compte est difficile pour certains, ça veut dire qu'on a décidé de faire jouer les gens de façon gratuite. Peut-être que l'ONDCP, mais les joueurs qu'ils aillent... À quel moment? Mais qu'on trouve un mécanisme. Quand l'argent sera disponibilisé, c'est le ministère de la Jeunesse. Quand l'argent sera disponibilisé. Avec l'ONDC. Je pense que ce n'est pas les mécanismes de contrôle qui manquent chez nous. Le Trésor public est assez outillé pour résoudre ce genre de problème. Les questions, l'Office national de développement du sport, qui gère l'argent du football national, est assez outillé pour aujourd'hui gérer ce genre de questions. Le problème, c'est est-ce qu'on met tout le monde à contribution quand on prend les décisions? Parce que rien que l'idée de dire ouvrir les comptes bancaires obligatoirement, ça veut dire qu'on s'est plombé déjà les pieds. On s'est plombé les pieds parce qu'on s'est dit, on sait déjà qu'il n'y a pas de carte,
on sait que certains joueurs sont inscrits sans pièce d'identité, mais on leur dit quand même que pour être payé, il faut avoir une pièce d'identité. Quelle est la solution urgente? Sur cette question, quand même. Quelle est la solution urgente? Serge Mungengue, je voudrais qu'on intervienne puisqu'on a un dernier juste sujet. pour une transition, sur cette question des RIB, je pense que beaucoup de clubs ont avancé. Le problème ne devrait plus se poser sur la question des RIB. Maintenant, solution d'urgence, je pense que par ma position, c'est simplement solliciter une fois de plus la tutelle, la mobilisation de toutes les équipes administratives, sans oublier les hautes autorités pour qu'ils arrivent à mettre encore disons un peu plus de poigne dans l'exécution de ce. Peut-être une dernière question, peut-être une dernière question dans ce sens-là. La LINAF le dit clairement, sur les 3 milliards, ils ont pris 1 milliard, il n'y a plus d'argent. Tout ce qui se fait en bon. Là aussi, doit-on comprendre ce n'est pas synonyme. Ou pas? Non, moi je n'ai pas entendu la LINAF dire qu'il n'y a plus d'argent. Non, entre ce qui est dit et les faits. Écoutez, je ne vais pas remettre, quand je vais au championnat, je vais au championnat parce qu'on m'a dit que le championnat va être organisé. Si on me dit demain qu'il y a une journée de championnat prévue ce samedi, je vais au stade parce qu'il y a une journée de championnat prévue. Il y a une journée prévue ce mercredi. Voilà. Ce mercredi, Monsieur Bekale, sur la base des informations que vous nous livrez, selon laquelle la LINAF aurait perçu 1 milliard, j'ai quand même envie de rappeler à la conscience collective que les modestes footballeurs que nous avons été avons pris part à un championnat où chaque équipe recevait 50 millions par saison. Donc ça veut dire 1 milliard, c'est largement suffisant pour organiser un championnat national. Surtout que là, c'est un tournoi. Surtout que là, c'est un tournoi. Après, derrière, vous voyez, comment comprendre que la LINAF aura perçu 1 milliard et que les joueurs se retrouvent dans ces conditions-là? Attention, lorsqu'on parle d'1 milliard, il y a toute une organisation. C'est bien ce que je dis. Donc, à charge, les 14 clubs ont reçu 20 millions chacun. À charge de la LINAF, à charge du commerce, la LINAF est venue communiquer pour dire comment a été utilisé le milliard pour que nous puissions mieux comprendre la dépense. Ouais, moi, je ne comprends pas. Comment sommes-nous arrivés à une situation où les uns disent qu'il n'y a pas d'argent, alors que celui qui décaisse l'argent avait dit au départ du championnat qu'il n'y aura pas d'arrêt de championnat pour absence d'argent, puisque l'argent était disponible. En fait, il y a quelque chose qui n'est pas clair dans cette approche. On va chercher à comprendre. Le ministre dit l'argent est disponible, si on démarre le championnat, on ne va pas l'arrêter. La LINAF dit on n'a pas reçu tout l'argent. Ça veut dire que l'argent est quelque part. quelque part. Merci beaucoup, messieurs, sur cette question. Peut-être que rajouter un certain nombre de choses, non. On va profiter pour regarder sur la question sur les difficultés rencontrées par les joueurs. La NFPG a fait un communiqué ce matin. On va tous le voir sur les impayés, bien sûr, les salaires des joueurs et les difficultés rencontrées par ces joueurs-là. Vous avez vu la réaction comme de la NFPG. On attend aussi la réaction de Landry Nkeyi, président de l'association des clubs de football de première et de deuxième division, ou à défaut de son porte-parole ou son président. Merci. On aborde le deuxième sujet, le dernier, le troisième bien sûr, sujet de cette émission. On va parler de manager général au niveau des Panthères du Gabon. Ils sont nombreux qui se posent cette question. On n'a plus revu Pierre Obama le père. Depuis que l'Office a décidé de mettre un terme à sa carrière. Est-ce que chacun de vous, dans ses recherches, a pu colmater quelques informations sur la question? On n'a aucune information officielle de la part de la Fédération gabonaise de football par rapport à cette indisponibilité du manager général des Panthères de Gabon, Pierre Aubameyang. Donc on s'interroge, on se demande. Lui-même n'a fait aucune communication également sur les réseaux. On n'a aucune information sur laquelle il aurait écrit à sa hiérarchie peut-être, mais bon, moi je n'en sais rien à ce niveau-là. Je ne pense pas que la fédération ait reçu un courrier officiel de la part de Pierre Aubameyang, mais je pense que dans la pratique, c'est assez gênant pour la simple et bonne raison. D'ailleurs, vous-même, quand vous avez introduit le sujet, vous avez fait le lien entre l'annonce officielle de l'arrêt de la carrière internationale de Pierre-Emerick Aubameyang et l'absence soudaine, brusque, brutale qui n'a jamais démissionné, de Pierre Aubameyang. Donc on s'interroge et c'est gênant parce que l'équipe nationale ne s'est pas arrêtée de fonctionner, même quand
elle ne joue pas, elle fonctionne toujours. Ce n'est pas parce que les Panthères n'ont pas des matchs à jouer que l'administration ne fonctionne pas du tout. Du tout, la fédération travaille, l'équipe nationale travaille, Patrice Neveu, que le sélectionneur, travaille de façon continuelle. Donc ça veut dire qu'il y a du boulot. Et on s'interroge, et vous avez bien fait de soulever cette question parce que ça commence à nous préoccuper. Quand je parle de nous, ce n'est pas seulement les médias, les journalistes, c'est aussi le grand public. Vous connaissez combien de fois les Gabonais sont passionnés de football. Donc voilà des situations qui sont toujours sujets à interprétation et ce serait bien qu'on sache, qu'on ait une idée plus claire pour éviter justement des interprétations. Qui doit communiquer sur cette question? D'abord, la fédération. Aux dernières nouvelles, on nous a fait savoir que Pierre Obam revendiquait les arrêts de salaire du poste de manager à plusieurs mois. Quand voilà. vous dites, on vous a fait, c'est une source autorisée, non, au sein de la Fédération gabonaise de football. Je ne vais pas vous donner ma source, monsieur. Non, on ne vous demande pas de dévoiler l'identité de la source, mais nous donner au moins on parle de plusieurs mois. Retenez qu'on parle de plusieurs mois, monsieur Silence Pambo. Le manager général est un employé de la Fédération gabonaise de football payé par le ministère des Sports au même titre que l'encadrement technique des Panthères. À cet effet, il a des missions, des prérogatives bien précises. D'accord? Maintenant, si vous évoquez l'absence du manager général, il faut remonter l'information à deux niveaux. D'abord du concerné lui-même et ensuite de son employeur qui lui également ne communique pas. Quelles sont les raisons aujourd'hui qui amènent le manager général à ne plus répondre au présent, justement aux activités menées par le COMEX? C'est toute une interrogation. Aujourd'hui, vous voyez, c'était même une situation globale parce que tout à l'heure, comment dirais-je, le chapitre qu'on venait de numérer faisait justement état justement de l'organisation, donc l'organigramme de nos COMEX. Aujourd'hui, vous avez une équipe nationale qui souffre de pas mal de maux. Que dit la fédération sur la situation? Silence radio. Le rôle du manager est justement d'aller justement en précurseur, comme on disait, pour prévoir toutes les situations, de façon à donner de l'information sur et des éléments sur justement au COMEX et à l'encadrement technique pour pouvoir évoluer dans de bonnes conditions. Or ici, personne ne communique, personne ne dit rien parce qu'on estime qu'on n'a pas de compte à rendre, ni le concerné vis-à-vis de la fédération, parce que M. Pambo le disait à juste effet. Aucune communication dans le sens de sa démission n'a été faite et derrière, la Fédération gabonaise de football ne communique pas. Qu'est-ce qui se passe réellement au sein du football gabonais par rapport à nos individus? C'est ça la question. La question est posée à Brice Zinigué. Au premier des supporters des Panthères. Voilà. Mais ce n'est pas le footballeur qui va me poser la question. Parce que nous, on parle d'arrière de salaire. Nous, on parle d'arrière non, des capacités de l'État à pouvoir régler. Mais puis, il y a quand même une question. On paye Patrice Neveu, on paye ses adjoints. Le manager n'est pas payé. Et le représentant de Fabrice Domarcolon, il est payé. C'est quand même curieux. C'est quand même curieux. Et ils font partie tous du staff. Ils sont... voilà, exactement. Je ne rentrerai pas dans des suppositions de non-paiement parce que c'est quand même assez délicat. Je ne sais pas si c'est... C'est l'information que nous avons. Oui. Est-ce que c'est une info fiable? Connaissant Pierre, s'il n'y avait pas eu son salaire depuis longtemps, je pense qu'il nous aurait fait des vagues depuis... Non, il n'est pas beaucoup bavard dans ce Non, il n'est pas bavard, mais il fait prendre les décisions qu'il faut. Voilà. Il peut couper à tout moment. Il n'a pas besoin d'attendre longtemps pour vous dire qu'il n'est pas d'accord avec vous. Alors, est-ce que la virgule aussi n'est pas bien donnée suite à la situation? Peut-être qu'il a décidé de partir, mais ça, on n'en sait rien. On a juste constaté son absence déjà au dernier regroupement. Aucune information nous a été donnée. Déjà que ce regroupement... Il a fait un tour au regroupement en Espagne. Il a fait un tour au regroupement, juste quelques heures. Après, il avait eu un malheur aussi. Bon, donc tout ça, peut-être qu'il avait demandé... Si tu dis qu'il avait un malheur, peut-être qu'il s'était excusé de ne pas être là parce qu'il avait des problèmes de famille. Je ne sais pas, en fait. On est dans les suppositions. Mais je pense que la question est bien posée. Il faut qu'on ait un éclairci, en fait. Moi, je vais rester sur un plan fonctionnel. On constate que le manager n'est pas en poste en ce moment. Qui joue le rôle? Qui assure son rôle pendant cette période? Qui a assuré son rôle pendant cette période? Et en rappel, vous savez qu'il a occupé ce poste à la veille des matchs de qualification de la CAN 2021 du Cameroun. Donc, non, mais il a ce poste-là depuis pratiquement officiellement, à la veille de la CAN, il a été sinon confirmé à ce poste-là.
à la veille la CAN. Non, il était déjà confirmé. Il était déjà confirmé. L'information que j'ai officiellement. Je veux revoir alors mes notes. Bon, la question, est-ce qu'il faudrait chercher un autre? Sur un plan fonctionnel, pendant son absence, qui assure, parce que c'est un poste indispensable, qui assure cette fonction-là en ce moment? Moi, j'ai une question à vous poser. Oui. Alors, si on se départit du statut de manager général et du statut du joueur, suivant mon regard, pourquoi le manager général disparaît-il au même moment que le fils disparaît? La question reste posée. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. On va aborder la dernière rubrique. Brice Sénégué, allez-y. Bah, écoutez, je vais brandir mon carton rouge. Oui. Mon carton, c'est à la LINAF, Oui. qui nous fait voyager les joueurs dans de mauvaises conditions parce qu'on est passé des voitures qui tombaient, des bus qui tombaient en panne à un voyage en pirogue. Ça m'a inquiété de le lire. Ils ont fait 12 heures de navigation. 13 heures. 13 heures de navigation pour partir de Port-Gentil, aller affronter les monts de sable vers Ashuka pour arriver à Lambaréné. Je pense que trop, c'est trop. Il faut soit qu'on ne peut plus, on arrête au lieu de mettre les enfants, les gens en danger, soit on veut poursuivre, on poursuit normalement. Carton rouge à la LINAF. Serge Mungengi. Rapidement, Serge. Carton jaune au stade Mandji pour avoir pris la responsabilité de naviguer avec des enfants de certaines familles, simplement parce que on a bien voulu faire être l'objet d'une passion. Merci, Serge Mungengi. Gaëtan Kouka. Monsieur Bekale, je vais vous surprendre aujourd'hui, je n'infligerai aucun carton. Je suis simplement outré. C'était un événement. Hein. Oui, c'est vraiment un événement. Parce que vous voyez, il ne sert à rien d'infliger des cartons rouges aux gens qui ne sont jamais sanctionnés. Donc, simplement. Un arbitre ne dit pas ça sur le terrain. C'est symbolique. Oui, même symbolique, moi je refuse de le faire parce que. C'est symbolique, Gaëtan Kouka. C'est symbolique. Je jouis encore de ma liberté de faire. Oui, bon, permettez-moi de ne pas infliger de carton parce que vous voyez, c'est honteux à l'international que nous puissions avoir un championnat national, que les gens puissent voyager en pirogue, se déplacer en clando, c'est honteux. Alors, on comprend que c'était un carton rouge. Non, un coup de gueule. Un coup de gueule. Alors, un coup de gueule. Écoutez, rapidement. Carton rouge. Un carton rouge, évidemment, à la LINAF. Brice a tellement bien résumé la situation. C'est impensable qu'en 2022, au Gabon, on se retrouve encore à faire voyager des joueurs dans des conditions aussi inacceptables et inhumaines. Un accident est vite arrivé, 13 heures de navigation sur la voie fluviale dans des conditions extrêmes. C'est scandaleux, c'est honteux, ce n'est pas normal. Il faut à un moment que ce qu'on pourrait qualifier de folklore ou de cirque s'arrête. Si les gens n'ont pas la personnalité pour continuer à occuper des responsabilités ou des fonctions quand il s'agit de la gestion de la manne publique, quand il s'agit de pouvoir mener à bien des politiques qui sont développées par les plus hautes autorités, qu'on ait ce courage de pouvoir se mettre en réserve de la République. Ce n'est pas interdit, parce que c'est quand même faire prendre des risques énormes s'il y a la pirogue qui chavire. Mais ce sont des familles entières gabonaises qui sont endeuillées. Donc à un moment donné, le football, c'est un jeu, mais ce n'est pas seulement un jeu. Merci beaucoup, Lange Pambo. Merci, Serge Mungengi. Brice Sénégué, merci beaucoup. On remercie l'arbitre qui n'a pas donné le carton, Gaëtan Kouka. La réalisation de cette émission était assurée par Joël Moununga, épaulé par Georges, l'équipe éditoriale autour de Berleg Lekoba. On vous dit au revoir en espérant vous retrouver lundi prochain avec le même plaisir. Peut-être Lange Pambo, pourquoi pas. Portez-vous comme un ballon de foot, toujours en mouvement.